Alors d'abord, dès qu'on rentre, dès qu'on reprend le travail, je pense que c'était en fin août ou probablement, la CFDT, donc on rédige un petit bulletin qu'on distribue à tous les salariés comme un tract, à demi-format, là, de plusieurs pages. On a fait ça parce qu'il y a eu tellement de grèves dans l'année 67 qu'on décide d'en faire la chronologie, quoi, succincte. Telle date, tant de salariés en grève, tant d'augmentations obtenues, quoi. En gros, c'est comme ça. Et quelquefois, dans certains secteurs, c'est 300 ou 400 augmentations individuelles qui ont été obtenues. On distribue ce bulletin-là donc à la rentrée, pour dire, et le titre est tout à fait banal, c'est quelques réflexions après les vacances. Bon. Et aussitôt après, mais ça c'est pas lié, hein, la direction annonce la baisse des horaires, parce qu'il y a une baisse de l'activité. On travaillera 2h30 de moins par semaine, on passe de 9h30 à 9h par jour, mais avec autant de baisse sur les salaires. Là, c'est travailler moins pour gagner moins. Et donc, on dit, on n'est pas d'accord, parce que il faut, quand ça va bien, que l'entreprise mette de l'argent dans un fonds de régularisation de ressources, pour le verser lorsque ça ira moins bien. Mais on n'accepte pas que nos salaires fluctuent comme ça. Il y a des engagements, on ne peut pas se permettre comme ça d'avoir une partie du salaire en moins, quoi. Et donc, il y a refus de négociation, et à un moment donné, on appelle les salariés à se rassembler dans un meeting, qu'on tient d'ailleurs aux portes de l'usine, je ne sais pas pourquoi. On n'était pas dans l'usine, on était en dehors de l'usine. Et là, on vote, c'est un vendredi. On vote... alors ça, c'est donc un peu plus tard, quoi. Les négociations n'ont pas eu lieu, donc il se passe quelques semaines. Et à un moment donné, donc on décide de lancer la grève. On ne la fera pas le lundi qui suit, parce qu'on se dit, le lundi, on va organiser le piquet de grève. Puisqu'on a environ 1500 à avoir décidé la grève, tout le monde a voté pour, ça a mal levé. Il y en a un seul qui a voté contre. Et donc, lundi, on prépare le piquet de grève. Et là, on est en janvier, là. On est en janvier 68. Et donc, la grève démarre le mardi. Et on a voté, en même temps que la grève, on a voté le piquet de grève. Donc, le lundi, ça se prépare pas trop mal. On a toujours un peu de mal, quand même, à faire venir les gens de loin, hein. C'est plus difficile qu'à la SMN. On n'habite pas juste auprès, c'est plus compliqué. Puis il y a moins de tradition. Une usine où on est à moins de 30 ans d'âge moyen, c'est pas pareil que la grosse usine d'à côté, quoi. Mais quand même, il y a un piquet de grève conséquent le lendemain, et donc ça se passe bien, quoi. Et le mercredi, le lendemain, donc, on apprend, enfin, ceux qui sont sur place nous alertent pour dire les gardes mobiles viennent d'intervenir, et ils ont viré le piquet de grève d'une manière assez violente, quoi. Donc on arrive, il est encore de bonne heure le matin, je crois qu'il est encore à peu près 6-7 heures, plutôt 6 heures que 7 heures d'ailleurs. Le meeting, en tous les cas, c'était les deux organisations. Et donc on vient, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui rentrent, surtout de l'encadrement, quelques ouvriers certainement, mais c'était pas hémorragique, quoi. Et donc, on est le mercredi et on décide d'aller faire une manifestation de protestation à la préfecture. Et donc, dans la matinée, le cortège s'en va de l'usine et arrivé au CHR, il y a une charge violente des gardes mobiles et il y a plusieurs blessés. Ils ont fait tournoyer les mousquetons et l'un d'eux, Deniol, a vraiment un morceau du crâne un peu d'arraché. Ça a été violent quand même, hein, très sanguinolent et violent, quoi. Mais cet accrochage, donc, il a été bien connu des uns et des autres, et il a pesé lourd, quoi. Puisque ça fait beaucoup, ça se dit beaucoup. La presse d'ailleurs en parle beaucoup, hein. Ouest France à l'époque c'est quelque chose, hein. C'est Guy Delorme, c'est Jacques Le Bailly, c'est le photographe Alain Lebert. Et ils font des articles de qualité, et puis là ils rendent compte de ce qui s'est passé. Et puis les syndicats déjà sont au courant. Et c'est ici que l'initiative de faire une manifestation de protestation le vendredi, manifestation interprofessionnelle, est prise. Alors, pour ne pas faire trop d'aller-retour, je dis en même temps que, sans qu'on le sache nous, mais les patrons l'ont cru, à tort, il y a eu en même temps qu'on se mettait en grève, nous, à la 9e, une grève chez Gégère,
Et une grève, ça devait être la Sonormel à l'époque, qui est devenue Blopunkt ensuite, qui est Bosch maintenant. Hein. Et les patrons ont cru que c'était concerté tout ça. Ça n'était pas. C'était le hasard. Pour dire qu'il y avait tellement de grèves dans ces usines-là à l'époque, que le hasard a fait qu'il y ait une conjonction, quoi. Mais qui est vraiment le fait du hasard. Alors je comprends que les patrons aient pu croire que ça a été coordonné. D'ailleurs, ça aurait dû l'être, quelque part. Bon, ils peuvent nous reprocher de ne pas l'avoir coordonné, presque. Mais ce n'était pas le cas. Donc il y avait un climat considérable, parce qu'il faut quand même dire que pendant toutes ces années qui ont précédé 68, et avant même la Savième, il y a eu de très nombreux conflits dans les usines d'Ouest, notamment à manœuvre féminine. Philips, qui était radiotechnique à l'époque, Philips Soeffler, Gégère, ont débrayé avant nous. Sonormel, je l'ai dit. Sonormel, par exemple, le permanent invitait la presse pour dire il y a un débrayage à telle heure. Et je peux vous dire que dans tant de minutes ou tant de secondes, le défilé va déboucher à tel endroit. C'était tellement fréquent, tellement répété, qu'il y avait pratiquement des habitudes de prise, quoi. Il faut avoir conscience de ces nombreux conflits dans toutes les entreprises, notamment les entreprises à emploi déqualifié, quoi. Et animées par la CFDT. Quelquefois seule d'ailleurs, hein, comme à l'heure de technique. Donc on arrive à cette manifestation du 26 janvier, qui a lieu à 18h, place Saint-Pierre. Et c'est un moment où il fait nuit quand même, hein. On est en hiver là. Et moi je vois dans la journée les salariés, enfin les ouvriers de l'usine, préparaient méthodiquement les choses. J'en vois un par exemple qui a constitué un casse-tête, une belle boule, manche. Il a quelques clous qui vont de part et d'autre, et il peint les clous de chaque couleur que l'usine possède. Il prend de la peinture et vraiment il fignole son casse-tête, quoi. Bon. Les couverts de poubelle, c'est la première fois que je vois ça, sont réquisitionnés pour faire des boucliers. Et c'est là qu'on va découvrir un personnage, Gaston Pontal, le préfet de région, sanguinaire, ancien de l'Algérie, et on pourrait même dire de l'Algérie française. Il a exercé en Algérie, mais je crois au titre effectivement de l'Algérie française, parce que c'est vraiment un sanguinaire, quoi. Et c'est lui qui va orchestrer toute la répression sur de nombreuses années ensuite, quoi. Vraiment, il veut en découdre. Il veut vraiment en découdre et il prend les moyens pour le faire, quoi. Donc cette manifestation, eh bien, on s'y rend en cortège, à pied à partir de l'usine. On passe par le Vogueux, là. Et à l'approche de la place Saint-Pierre, on descend un petit peu là, le Vogueux, là, c'est presque une course, quoi. On est en tête de manifestation pour rejoindre le cortège général. Et on est littéralement porté tellement il y a envie d'en découdre. On ne peut pas dire qu'il y a eu que les flics qui ont... Non, vraiment, les salariés voulaient en découdre, voulaient se venger de ce qui s'est passé la veille, quoi. C'était incontestable. Et puis cette manifestation donc, s'ébranle rapidement, là, une fois que tout le monde a été réuni. Il y a plus de 10 000 participants, c'était un record à l'époque. Et on emprunte la rue Saint-Pierre, on passe l'ancienne gare routière, et puis on débouche à la préfecture, mais au-delà des jardins, quoi, enfin de la place qui est là, qui fait un peu le tampon, quoi. Et c'est là que Pontal a mis un certain nombre de barrières métalliques pour préserver la préfecture. Et ces barrières, eh bien, elles font quelques secondes et elles sont jetées par les manifestants. Et à partir de là, eh bien, s'ensuit les lacrymogènes, plus tard les grenades les grenades classiques, quoi, qui seront, enfin, offensives, qui seront lancées. Et pendant jusqu'à 3-4 heures du matin, on aura un affrontement extrêmement violent, avec des blessés de part et d'autre. Mais surtout, et ça c'est un point qu'on n'a pas compris peut-être dans l'instant, on voit mais des dizaines de fois les gardes mobiles et les CRS s'enfuir parce qu'ils sont pourchassés par les manifestants. Moi je les vois à rue du Pont-Saint-Jacques par exemple, reculer mais vraiment chercher des abris pour se protéger. Et ce qu'on n'a pas compris à ce moment-là, on le comprendra je crois assez longtemps après, c'est que on ne va rien gagner dans ce conflit. On ne va rien gagner. Mais on aura presque une victoire militaire, quelque part, sur les forces de l'ordre. Alors, à la fin de la manifestation, les courses se font dans le sens inverse. Les renforts sont arrivés, il y a moins de manifestants, et ce sont les manifestants qui cherchent des abris, quoi. Bon. Mais avoir fait reculer les forces de l'ordre d'une manière aussi nette, ça va, dans l'usine, changer le rapport de force entre les ouvriers et la hiérarchie, notamment les petits chefs, quoi. Alors,
la manifestation donc, se déroule comme ça, il y a quand même pas mal de dégâts. Hein. Il y a beaucoup de manifestants d'arrêtés, jugés en flagrant délit. Et l'un d'eux, d'ailleurs, qui est un Allemand d'origine, mais qui est arrivé à 2 ans en France, salarié de l'usine, de la 5e, menacé d'être conduit à la frontière. Donc il a fallu se coltiner quand même tout ce travail de défense pour amortir les chocs, avoir des témoignages, plaider rapidement, parce qu'en urgence, c'est pas facile. Et donc, à partir de là, on a quand même subi une répression extrêmement forte. Quoi. Yep. Oh, il y a eu des blessés graves. Alors, après, il y a tout ce qui se dit. Hein, et qui va peser lourd. Qui va peser plus lourd même que les faits eux-mêmes. Quoi. Parce qu'après, on redit, puis ça grossit un peu. Bon, œil crevé, par exemple, pour un CRS, bon, ça s'est dit. Il y a même eu le bruit que l'un d'eux était mort. Ça n'a jamais été confirmé. Bon. Donc, mais des blessés, il y en a eu. Hein. Il y a quand même eu, effectivement, des blessés, mais au niveau, disons, de plaies plus ou moins importantes. Quoi. Bon, c'était plutôt ça. Puis il y a eu un peu les gaz lacrymogènes, ça fait quelques défaits. Alors, il y a quand même eu beaucoup de maîtrise. Parce que, là aussi, le hasard est curieux. Ça s'est déroulé quand même pas mal assez longtemps, cette manifestation, au bout du quai Vendeuvre, sur la place Courtonne, c'est ça, place Courtonne. Et sur la place Courtonne, il y avait un semi-remorque de pneus usagés qui était stationné. Alors, hasard complet. Bah, des pneus usagés, des pneus de camion en plus. Hein. Ça brûle facilement. Donc ça a servi à faire des brasiers brûlants et fumants, quoi, énormément. Quoi. Et puis il y avait la station-service de la place Courtonne, qu'il fallait absolument protéger. Donc on a pris des moyens pour faire en sorte qu'elle n'explose pas quand même. Hein. C'était pas aussi évident que ça. D'ailleurs, avec quelques manifestants qui voulaient la brûler, on a dit non, il n'y en a pas question. Et puis il y avait un troisième problème, c'est que le directeur de l'usine, Roland Billotte, habitait dans le coin rue de Verdun. C'était pas... Et de nombreux salariés nous ont demandé l'adresse personnelle de Billotte. On a dit non, on ne joue pas avec ça. Billotte, on le combat en tant que directeur représentant de la 5e, mais il est hors de question de s'en prendre à Billotte, personne privée, et à son domicile. Donc il y avait quand même beaucoup de responsabilités. Moi j'ai répondu ça à de nombreux salariés, y compris en disant non, c'est pas acceptable, on va pas faire ça. Ce serait d'ailleurs anormal, et ce serait aussi contre le mouvement de grève. Donc ça, on n'y touche pas. Donc il y avait quand même moyen aussi il y avait de la confiance entre eux et nous. Et quand je dis entre eux et nous, j'exagère parce que c'est entre nous, quoi. On était identiques. Quoi. La manifestation, c'était interprofessionnel, oui, c'était intersyndical, quoi. Oui, ça, là-dessus, il y avait Alors, dans la manifestation, il y avait beaucoup de réticence du côté de la CGT 5e, parce que Claude Aumonier, qui était responsable un peu de la CGT là-bas, c'est quelqu'un qui avait physiquement peur, quoi. Il était un peu effrayé. Bon, ça, c'est pas forcément, quoi. Et donc, il était toujours mal à l'aise dans ce type de manifestation tendue, quoi. Mais c'est quand même une manifestation où, pour la première fois, on m'a donné un casque. Après, mon aîné m'a prêté un casque pour y aller, quoi. On n'aurait jamais manifesté avant avec un casque. C'était inimaginable, quoi. Bon. Et d'ailleurs, l'article du Monde, qui s'écrit ensuite par Jean Lacouture, explique bien les choses là-dessus, quoi. Une jacquerie ouvrière, quoi. Il explique bien les raisons de fond qui justifient ça, quoi. Mais donc, il y a vraiment l'affirmation qu'on veut, effectivement, ne pas se laisser marcher sur les pieds, on ne veut pas se faire agresser même par des forces de police ou de gendarmerie, et qu'on veut vraiment se faire respecter, quoi. Il y a une volonté, certainement que d'ailleurs, l'âge moyen de l'usine joue dans ce sens, quoi. Et nous assumons. Y compris la casse, on l'a assumé, d'ailleurs, dès le lendemain dans le débat, pour dire la cause, c'est pas nous, c'est eux, quoi. Ce sont les conditions, c'est la provocation préfectorale, mais c'est aussi les conditions de travail, l'absence de perspective, Paris-Province, etc., etc. On ramène ça au fond. Et ça marche assez bien, quand même. Parce que c'est vrai, d'ailleurs. Et donc, on rentre. Alors, après, donc, on est le 26 janvier. Je fais un retour de 2 jours. On négocie le 24 après-midi, après que le piquet de grève a été évacué, on négocie à l'inspection du travail. Et on n'obtient rien du tout, sauf la levée sauf que les CRS et gardes mobiles qui sont là vont quitter l'usine. Et donc ils s'en vont dans l'après-midi. Et ils s'en vont avant la sortie
des salariés qui sont entrés sous leur protection le matin. Et là, les grévistes sont revenus, et il y a une haie importante. Moi, j'y étais pas, j'étais à l'inspection du travail à ce moment-là, et ça se passe mal. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement... il y a beaucoup d'injures, beaucoup de crachats sur les non-grévistes. Certains d'entre eux sont en voiture, et ils franchissent. Il y a eu des poteaux électriques en ciment qui ont été mis par les grévistes à travers la route. Et prendre des poteaux en ciment en roulant avec une voiture assez vite, ça fait quand même quelques casses, quoi. Pour vous dire un peu, il y a quand même c'était extrêmement tendu. Ça, c'est pour la sortie principale, la sortie normale. D'autres sont entrés le matin par les marais. Il n'y a pas encore de route à cette époque-là. Et il y a un ancien pont Belay, bien endommagé. Et le matin, ils sont rentrés par le pont Belay et par des barques qui sont venues dans l'usine, quoi. Et le soir, ils repartent, ils reprennent la barque, mais il n'y a plus de planche sur le pont Belay, quoi. Tout a été enlevé, quoi. Donc ça a quand même pris, dire, des proportions qu'on ne connaît pas à d'autres moments, quoi. Donc, rien d'obtenu. On décide de reprendre au bout de 15 jours, donc le vote a lieu le lundi matin, et reprise dans la foulée. Et dès l'après-midi, il y a un nouveau débrayage massif dans l'entreprise. Ça se produit à la pièce de rechange. Il y a un défilé d'environ 1500 participants, donc ce qui est énorme, très gros quand même. Et là, toutes les fiches cartographiques pour commander les pièces, tout ça, partent c'est des cartes perforées, quoi. Tout ça, ça part comme des confettis. Il y a quand même pas mal de mise en cause du bâtiment. Pas de dégradation proprement dite, mais enfin vraiment une désorganisation complète. Et ça prouve que rien n'est résolu. Donc, et là, c'est la CFDT qui assume le conflit, la CGT le dénonce un petit peu, ou beaucoup. Et donc, le travail reprend après, mais avec un climat quand même d'amertume, et en disant qu'on obtiendra ça plus tard, quoi. On remettra ça. Et on ne perd aucun syndiqué, on ne perd aucun militant. Je crois même qu'on en gagne, à ce moment-là encore. Il me semble qu'il y a encore des gens qui se syndiquent à ce moment-là. Donc, on sort complètement indemne de toute critique. On a perdu, mais on a fait ce qu'on a pu. Et donc, après, il faut se refaire, parce que 15 jours sans salaire, ça compte, hein. L'image que les jours de grève sont payés, c'est une image pour les médias, c'est pas une image pour les salariés en tous les cas, hein. Donc on perd intégralement, et aucun accord d'étalement dans le temps, rien du tout, hein. Le truc dur, quoi. Et donc ça reprend dans ces conditions. Mais alors il y a moins de grèves, mais il y en a encore quand même quelques-unes qui redémarrent, et on sent que le feu couve sous la cendre. Et donc on s'approche de mai 68.